Les dividendes. C'est sûrement le sujet le plus controversé lorsque nous parlons d'investissement. D'un côté, vous avez des investisseurs qui vont jurer uniquement par le dividende. Il serait inconcevable pour eux d'investir sur une entreprise si celle-ci ne redistribue pas par le biais du dividende une partie de ses profits. De l'autre côté, vous avez des investisseurs dont le dividende est un parasite à éviter pour plusieurs raisons que nous allons traiter dans cette vidéo. Sur Internet, vous allez pouvoir tout entendre et son contraire. Néanmoins, l'investissement est une science. Même si chaque investisseur est différent de par ses objectifs, son horizon temporel, son aversion au risque, il existe toutefois des réalités universelles. La fiscalité. Calm down, and just have a look at the reality. Les frais, les études statistiques sur la performance des investisseurs particuliers, les études psychologiques sur les investisseurs. Toutes ces études, ces faits, cette réalité pour un investisseur français montrent bien qu'il y a des manières plus efficaces d'investir que d'autres. Alors, quand nous pouvons lire sur Internet que les investisseurs dividendes n'ont pas forcément tort, qu'il ne faut pas opposer une stratégie dividende à une stratégie avec des ETF globaux à bas coût, que nous pouvons tous coexister ensemble, etc., je dis non. Nous avons aujourd'hui suffisamment d'éléments, que ce soit du bon sens avec des simulations empiriques, ou alors des papiers académiques rédigés par des prix Nobel et des doctorants, pour dire qu'il y a des méthodes supérieures pour investir. Évidemment, ne me croyez pas sur parole, dans cette vidéo, je vais justement vous dérouler ces preuves théoriques, empiriques et ces papiers académiques sur les dividendes. Nous allons également débunker les mythes souvent mis en avant par les créateurs de contenu dividendes. Bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Avisé. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu au passage. Qu'est-ce qu'un dividende? Avant de rentrer dans les détails, revenons sur les basiques. Qu'est-ce qu'un dividende? Selon la définition de larousse.fr, un dividende est une part des bénéfices nets d'une société versée aux actionnaires à la fin de chaque exercice, selon un montant fixé par l'Assemblée générale. C'est sûr que cette définition est très sexy et franchement, elle donne envie d'en collecter le maximum. Mais personnellement, je la trouve à la fois trop belle et un peu trop longue. Et je vais vous en proposer une deuxième, celle-ci extraite de Wikipédia. Un dividende est un versement d'une entreprise à ses actionnaires. Forcément, un peu moins sexy, on ne parle pas de bénéfices nets, etc. Mais en tout cas, cette définition est très factuelle et surtout le strict nécessaire dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Car lorsque vous investissez, que ce soit sur un compte titre ordinaire ou un PEA, vous allez toujours avoir deux compartiments. Un compartiment titre, c'est là où sont logées vos actions et vos ETF. Un compartiment espèces, c'est là où se trouvent vos liquidités, votre cash. Et que vous êtes sur des actions ou des ETF distribuants, le versement d'un dividende n'est pas plus, pas moins qu'un transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèces. Si nous avons une action investisseur avisé à 100 € et elle verse un dividende de 10 €, d'un côté, vous allez toucher votre dividende, 10 €. De l'autre, vous allez avoir une baisse de 10 € du prix de l'action qui reflète ce détachement du dividende. Je pense que vous êtes tous familiers avec ce graphique. Le dividende ne crée pas de valeur. Si on vous verse 10 €, cela provient de la trésorerie de l'entreprise et forcément, cela va faire chuter son cours de bourse d'autant. C'est simplement le fonctionnement des marchés financiers. Il y a eu un tas de recherches sur le sujet, je ne vais pas m'attarder dessus. Sinon, tout simplement, il y aurait des petits malins qui achèteraient les actions juste avant le dividende, mais malheureusement non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc pour faire encore plus simple que la définition de Wikipédia sur les dividendes, je dirais tout simplement qu'un dividende, c'est un transfert du compartiment titre au compartiment espèces de l'investisseur. Maintenant que nous avons cette définition très précise et très stricte de qu'est-ce qu'un dividende pour un investisseur, nous allons pouvoir faire le postulat suivant. 1 € de plus-value a la même valeur que 1 € de dividende. Pour comprendre ça, nous allons repartir sur un exemple avec l'action investisseur avisé, que je vais désormais appeler l'action IA pour la suite de la vidéo, qui vaut 100 € l'année 1. Maintenant, on est à la deuxième année et l'action IA vaut 110 €. Nous allons voir l'option avec ou sans le versement de dividendes. Dans l'option 1, l'action ne verse pas de dividendes. Les dirigeants font autre chose, du buyback, du rachat de dette, du réinvestissement. En fait, qu'importe, on s'en fout. Donc du coup, sans le dividende, l'investisseur a toujours 110 € dans son compartiment titre et 0 € dans son compartiment espèces. Deuxième option, l'action verse 10 € de dividende parce qu'il n'y a rien d'autre à faire avec le cash ou en fait, encore une fois, qu'importe la raison, ce n'est pas le sujet.
Donc dans cette situation, l'investisseur a 10 euros dans son compartiment espèces, le dividende, et l'action, de son côté, a diminué de 10 euros pour refléter le détachement du dividende. Donc l'investisseur n'a plus que 100 euros dans son compartiment titre. Que ce soit l'option 1 ou l'option 2, dans les deux cas, l'investisseur a 110 euros au total. Et puisque le marché action est un marché très liquide, s'il souhaite vendre ses positions, dans les deux cas, il peut le faire. Si dans l'option 2, il veut réinvestir les dividendes pour avoir 110 euros de l'action IA, il peut le faire. Si dans l'option 1, il veut vendre pour 10 euros d'action pour acheter un kebab, pareil, ça lui demande simplement qu'un clic. Donc, s'il souhaite avoir 100 euros dans le compartiment titre et 10 euros en espèces, pas de souci, il peut le faire. La seule différence entre l'option 1 et l'option 2, sans ou avec le dividende, c'est que dans l'option sans dividende, l'investisseur est maître de son portefeuille, c'est-à-dire que s'il ne veut pas avoir de cash, il ne fait rien et c'est parfait. Alors que dans l'option 2, avec le dividende, il y a un transfert obligatoire entre le compartiment titre et le compartiment espèces. Alors certes, dès que l'investisseur reçoit le montant du transfert, il peut à tout moment en faire un dans le sens inverse ou en d'autres termes réinvestir les dividendes. Mais le fait que ce transfert du compartiment titre au compartiment espèces est obligatoire, ça va avoir une grosse incidence pour la suite. Donc je vous propose d'affiner un peu la définition que je vous ai proposée précédemment. Un dividende, c'est un transfert obligatoire du compartiment titre au compartiment espèces de l'investisseur. Alors, l'importance du dividende. Maintenant que nous avons vu plus précisément qu'est-ce qu'un dividende pour l'investisseur, il faut bien comprendre que celui-ci est indispensable. Certaines sociétés ne peuvent pas réinvestir jusqu'à l'infini. Dans certaines situations, les autres méthodes de redistribution des bénéfices à l'actionnaire ne sont pas non plus optimisées. C'est clair que ce transfert de cash entre l'entreprise et l'investisseur via le dividende est important. Je pense que vous avez déjà tous vu ce type de graphique comparant un indice ou une action avec ou sans l'inclusion du réinvestissement des dividendes. Il n'y a pas photo, la bourse et les indices, que ce soit le SP500, le CAC 40 ou d'autres, c'est tout de suite beaucoup moins sexy lorsque nous ignorons les dividendes. Mais j'aimerais bien attirer votre attention sur le fait que ces graphiques n'ont strictement aucune valeur, voire même au contraire peuvent être très trompeurs. Comparer par exemple le SP500 avec ou sans les dividendes, c'est comme comparer la rentabilité de deux appartements similaires, mais l'un des appartements a un locataire qui paye son loyer et l'autre appartement est squatté. Alors évidemment, pour deux appartes, ça pourrait être vrai. Mais pour l'investissement boursier, je n'ai jamais entendu parler d'un investisseur qui aurait refusé de toucher ses dividendes en investissant sur un ETF répliquant le SP500. Car dans le cas d'un ETF même capitalisant, même si l'investisseur ne voit pas la couleur des dividendes, ils sont réinvestis à l'intérieur de l'ETF. L'investisseur, indirectement, les reçoit quand même. Donc oui, c'est vrai que les dividendes représentent une grosse partie des gains boursiers. Voire même pendant des décennies, toujours sur le SP500, les dividendes représentaient plus de la moitié des gains. Mais c'est un faux problème, car de toute manière, tous les investisseurs vont toujours récupérer leur part du gâteau des dividendes. En fait, le vrai problème, et on arrive doucement au cœur de la vidéo, ce n'est pas de savoir si les dividendes sont bien, si ce transfert obligatoire entre compartiment titre et compartiment espèces historiquement a représenté une petite ou une grosse partie des retours boursiers, car encore une fois, de toute manière, tous les investisseurs d'un marché vont récupérer leur part équitable de dividendes. Le vrai problème est de savoir si c'est rationnel et performant d'avoir une stratégie visant à collecter le maximum de ces transferts, le maximum de dividendes. Ou alors plutôt l'inverse, n'est-ce pas plus intelligent et judicieux de les éviter à tout prix, notamment via l'utilisation d'ETF capitalisants. Et maintenant, les impôts et les dividendes, la sous-performance en chiffres. Et pour rentrer dans le cœur du sujet, quoi de mieux que de parler un peu de fiscalité? Alors nous allons commencer par les exceptions. Il faut savoir que le plan épargne action, PEA, le plan épargne retraite, PER, et l'assurance vie sont toutes trois des enveloppes dites capitalisantes. En effet, c'est comme s'il y avait une membrane protectrice autour du compartiment titre et du compartiment espèces. C'est-à-dire que tant que vous ne faites pas de retrait en dehors de l'enveloppe capitalisante, grosso modo, il n'y a pas d'imposition. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire dans cette section de la vidéo ne s'applique pas pour ces trois enveloppes fiscales. Mais chacune de ces enveloppes a de fortes limitations.
Pour le PEA, seulement 150 000 € de versement, une gamme d'ETF limitée et pour toucher des dividendes sans friction fiscale, vous pouvez uniquement investir sur des entreprises françaises. C'est-à-dire que vous vous enfermez uniquement sur 3% de la capitalisation mondiale, car si vous investissez sur des entreprises européennes, vous allez avoir une perte irrécupérable avec les retenues à la source sur dividendes des différents pays. Les assurances vie, vous avez une ponction annuelle d'une partie de votre portefeuille qu'on appelle plus communément les frais de gestion. L'assurance vie présente des avantages notamment sur la transmission, mais en contrepartie justement de ces frais annuels. Ce n'est pas une enveloppe pour tout le monde. Nous allons pouvoir rentrer plus en détail sur cette enveloppe dans une vidéo ultérieure. Pour finir, le PER, le plan épargne retraite, vous avez un blocage jusqu'à la retraite. Il faut une tranche marginale d'imposition minimale pour que cette enveloppe soit intéressante. Et également, il y a des plafonds de versement. Encore une fois, enveloppe intéressante, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Comme il y a ces limitations, beaucoup d'investisseurs vont potentiellement, un jour ou l'autre, se tourner vers un compte-titre ordinaire. Quand je vois la popularité en France des Trade Republic, des Giro et autres Interactive Brokers, j'imagine que vous êtes déjà très nombreux à avoir un compte-titre ordinaire, un CTO. Mais le CTO n'est pas une enveloppe capitalisante. Donc dès qu'il y a un transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèce, il n'y a plus cette membrane protectrice et à la place, il va y avoir quelque chose que personne n'aime, la case imposition. Alors pour la case impôt, on va faire assez simple dans cette vidéo. On va prendre le cas du prélèvement forfaitaire unique, la flat tax de 30%. Je sais que pour certains investisseurs ayant des revenus plus faibles, il est possible de réduire son imposition en choisissant l'option de passer les revenus mobiliers sur le barème progressif plutôt que la flat tax. Mais pour la grande majorité, la flat tax de 30% sera plus optimisée. Et si vous avez un petit salaire aujourd'hui, je suis sûr que vous avez l'ambition de l'augmenter dans le futur. Donc, restons simples et restons objectifs. Parlons de la flat tax à 30% sur les revenus mobiliers, donc sur les dividendes sur CTO. C'est à partir de ce moment de la vidéo que notre postulat de l'introduction 1 € de plus-value égale 1 € de dividende tombe à l'eau à cause de la case impôt. Pour vous montrer tout ça, prenons désormais un exemple beaucoup plus concret avec un ETF MSCI World distribuant et un ETF MSCI World capitalisant. Pour rappel, un ETF distribuant reverse les dividendes, c'est-à-dire qu'il va effectuer un transfert obligatoire entre le compartiment titre et le compartiment espèce. Un ETF capitalisant court-circuite le transfert en réinvestissant automatiquement les dividendes. Donc, dans le cas de l'ETF capitalisant, il n'y a pas de transfert, tout en conservant évidemment la performance de l'indice, car même s'il n'y a pas de transfert, les dividendes ne disparaissent pas. Ils restent en fait dans l'ETF, dans le compartiment titre. La première année, disons que les deux ETF cotent à 100 €, le distribuant et le capitalisant. La performance historique de l'indice depuis 1984 est de 8,4%. Alors disons que l'année suivante, l'année 2, l'indice a pris 8%. Évidemment, c'est un exemple, j'arrondis pour simplifier. Le dividende actuel est de 1,84%. Disons que la part des dividendes dans cette performance est de 2%. Encore une fois, on arrondit pour simplifier. Donc de l'année 1 à l'année 2, l'indice a pris 8%, donc 2% de dividendes, car lorsque nous parlons de la performance d'un indice, nous parlons tout le temps de la performance dividende inclus, dividende réinvesti, en anglais TR pour Total Return. Dans l'option 1, l'ETF capitalisant, c'est très simple. Vous avez dans votre compartiment titre un ETF qui affiche une valeur de 108 € l'année 2. Dans l'option 2, avec l'ETF distribuant, vous avez votre compartiment titre avec 106 € et dans votre compartiment espèce 2 €. 106 plus 2, ça fait bien les 108, les 8% de perf de l'indice. Donc ça revient au même avant la case impôt. Car dans l'option 1, le gain de 8 € est en plus-value latente. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de vente, même partielle de l'ETF, zéro impôt. Alors que dans l'option 2, ce transfert obligatoire entre les deux compartiments, donc ce dividende, est un acte générateur d'impôt. Donc au final, dans le transfert, il y a 30% des 2 € qui va pour les impôts, soit dans notre exemple 0,6 €. À la fin de l'année, avec l'option 1, vous avez effectivement eu une performance de 8%. Alors que dans l'option 2, avec l'amputation de l'impôt, votre performance finale nette n'est plus que de 7,4%. Tout simplement les 8 moins 0,6 qu'on a payé en impôt. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se dire qu'avoir 0,6% de performance en moins, c'est négligeable.
Alors c'est vrai que sur une année, ça ne va rien changer, ou presque. Mais si vous êtes un investisseur long terme et que vous avez aujourd'hui 30 ans, voilà, un peu comme moi, et que vous placez un peu d'argent pour les études de vos enfants, votre retraite ou pour votre transmission, alors vous avez facilement une horizon temporel de minimum 30 ans, voire jusqu'à 60 ans pour la transmission. Et du coup, j'ai fait des simulations pour vous montrer le grand écart de performance sur 30 ans avec une différence de performance de seulement 0,6%. Si nous partons avec un investissement initial de 10 000 euros à 8% sur 30 ans, vous avez à la fin 100 000 euros. Si avec le même investissement initial, vous avez seulement 7,6% de performance annuelle sur 30 ans, par exemple à cause de la case impôt tous les ans, vous avez à la fin que 85 000 euros. C'est une différence énorme, c'est une fois et demi votre investissement initial. Et voilà, 30 ans, si aujourd'hui vous êtes assez jeune et que vous visez votre retraite ou une donation à vos enfants quand ils seront jeunes adultes, c'est clairement un horizon de temps rationnel. Et cette différence de performance, c'est simplement entre choisir un ETF capitalisant et un ETF distribuant dont nous réinvestissons nous-mêmes les dividendes en passant par la case impôt tous les ans. C'est pour ça que quand j'ouvre YouTube ou Twitter et que je vois des créateurs de contenu investir sur des ETF distribuants sur CTO, forcément j'ai envie de dire merci car vous renflouez un petit peu les caisses de l'État, vous faites votre effort patriotique. Mais par contre, quel gâchis de performance, quel gâchis de performance également pour l'audience qui suit ce type de créateur de contenu et surtout quel choix irrationnel. Quand on regarde un peu les datas, quand on fait quelques simulations empiriques, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'argent bêtement perdu par les investisseurs. Alors pour finir sur cet exemple et être complet, il est exact que la position de l'option 1 avec un ETF capitalisant est plus importante en partie car on doit plus d'argent aux impôts car notre plus-value est plus importante. Si on décompose la position, on aurait 10 000 euros notre investissement initial et 90 000 euros de plus-value latente. Dans l'option 2, comme nous avons payé nos impôts sur les dividendes tous les ans au fur et à mesure, la plus-value latente est plus faible car les gains sont également beaucoup plus faibles. Mais c'est aussi parce que les dividendes réinvestis ne sont pas de la plus-value latente mais viennent se rajouter en fait à l'investissement initial car il n'y a pas de double imposition. Dans ce cas-là, nous avons déjà payé nos impôts sur les dividendes. Alors au final, même si savoir ça réduit un petit peu l'écart de performance finale net si nous décidions de tout vendre, donc matérialiser la plus-value latente des deux côtés, mais je pense que c'est anecdotique car forcément, si vous prenez des décisions rationnelles, il y a peu de chances que vous liquidiez votre portefeuille du jour au lendemain. Du coup, pendant plus longtemps, vous avez un portefeuille financier plus important, augmentant encore plus l'effet boule de neige des intérêts composés. Également, la question ne se pose pas si l'on souhaite faire d'autres stratégies d'ingénierie patrimoniale. En effet, si ces titres font l'objet par exemple d'une donation, la plus-value est purgée et vous ne passerez pas par la case impôt pour ces plus-values latentes. Pareil dans le cadre de la transmission. Donc vous voyez que accumuler de la plus-value, potentiellement, ça peut être intéressant pour ouvrir d'autres stratégies patrimoniales. Pareil, si vous nantissez vos titres pour ouvrir une ligne de crédit lombard, vous avez dans l'option 1, avec l'ETF capitalisant, une surface financière plus importante. Cela vous permettra d'avoir une ligne plus importante de crédit lombard. Et surtout, encore une fois, vous avez un portefeuille financier plus important qui, de toute manière, générera plus d'intérêts composés sur le long terme. Et là, évidemment, on parle du long terme. Mais même à horizon court terme, si vous souhaitez jouir de votre portefeuille financier rapidement, l'ETF capitalisant est bien meilleur que l'ETF distribuant. Reprenons l'exemple de tout à l'heure avec nos ETF valant 100 euros l'année 1 et l'indice MSCI World prenant 8% l'année suivante. Si on se dit que nous sommes en phase de rente et que désormais nous souhaitons jouir de nos investissements, nous avons donc besoin de faire un transfert entre le compartiment titre et notre compartiment espèces pour tout simplement commencer à piocher dans notre patrimoine. Dans notre exemple, si nous souhaitons récupérer minimum 1,4 € net d'impôt pour nos dépenses, c'est un chiffre magnifiquement bien choisi pour l'exemple car dans l'option 2 avec l'ETF distribuant, c'est exactement ce que nous récupérons avec ce transfert de 2% qui, après la case impôt, représente 1,4 € net. Mais ce choix de toucher un dividende est non optimisé car dans l'option 1 avec l'ETF capitalisant,
Nous avons à la fin de l'année une position désormais de 108 euros, composée de 100 euros de notre investissement initial et 8 euros de plus-value latente, tout ça dans le compartiment titre. En d'autres termes, nous avons une position avec 92,59% de principal, notre investissement initial, et 7,41% de plus-value. Si on veut reproduire le transfert de l'option 2, donc transférer 2 euros, alors nous allons retirer une partie de capital et une partie de plus-value. Lors d'une vente de titres sur CTO, seulement la quote-part de plus-value est fiscalisée. Donc nous allons payer la flat tax de 30%, mais uniquement sur 7,41% de notre retrait, de notre vente. Car les 92,59 autres pourcents, c'est notre investissement initial. On paye uniquement des impôts sur la plus-value. Donc si nous voulons calculer l'imposition de notre retrait, il suffit simplement de faire alors 30% de 7,41%, ce qui nous donne au final une imposition sur notre retrait de 2,22%. Donc sur notre retrait de 2 euros, en fait on va devoir payer que 0,044 euros aux impôts. Donc l'option 2 avec le transfert obligatoire qu'on appelle également dividende, nous avons que 1,4 euros net à la fin. L'option 1 avec le transfert manuel qu'on appelle vente, même si au final c'est exactement le même transfert, nous avons 1,956 euros net à la fin. Donc en choisissant l'option de l'ETF capitalisant et en faisant manuellement le transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèce, grâce à l'optimisation fiscale, soit vous avez plus d'argent à dépenser, soit vous avez besoin de moins retirer d'argent et donc vous avez un patrimoine financier plus gros qui va générer plus d'intérêts dans le futur. Forcément, très peu de personnes vont investir uniquement sur une année et vont avoir aussi peu de plus-value latente. Mais même si vous avez une position sur un ETF capitalisant qui a doublé sa valeur en 10 ans, quand vous faites un transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèce, vous allez alors retirer 50% de principal et 50% de plus-value. Parce que si vous investissez 100, il y aura 100 euros de principal, 100 euros de plus-value. Votre position elle est à 200, elle a doublé. Donc au final, vous allez avoir 30% d'imposition sur seulement les 50% de plus-value. Ça va faire une imposition sur le retrait total de seulement 15%, soit la moitié de l'imposition par rapport à un transfert obligatoire qu'on appelle plus communément le dividende. En fait, grâce à cet exemple, vous voyez que subir ce transfert obligatoire qu'on appelle aussi dividende, forcément, c'est très mauvais en période d'accumulation, quand vous investissez un peu votre argent tous les mois sur le long terme, mais même quand vous êtes en période de rente ou de désaccumulation, appelez-la comme vous voulez, quand justement vous commencez à tirer dans votre patrimoine en touchant des dividendes ou ces transferts obligatoires, c'est vraiment sous-optimisé car vous vous faites taper dessus par les impôts. Et si vous êtes un peu malin, même si vous voulez exactement reproduire le dividende d'un indice, autant investir sur l'indice via un ETF capitalisant et reproduire les transferts entre les compartiments titres et espèces manuellement. Ce sera beaucoup plus optimisé. À la fin, vous allez avoir le même résultat, simplement beaucoup mieux optimisé fiscalement et forcément, rien ne se gagne, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc tout ce que vous n'avez pas payé en impôts sera toujours dans votre portefeuille et ça va continuer à générer des intérêts sur le long terme. Alors faisons un petit récap de ce chapitre car je pense que nous avons vu pas mal de choses. D'un point de vue strictement comptable, 1 euro de plus-value a la même valeur qu'1 euro de dividende dans une enveloppe capitalisante comme le PEA, le PER ou une assurance vie. Mais ces enveloppes ont des limites et beaucoup d'investisseurs se tournent ou doivent se tourner vers un compte titre ordinaire, un CTO. Et sur le CTO, à cause de la case impôt, 1 euro de plus-value est supérieur à 1 euro de dividende. Et ça, que nous soyons dans une phase d'accumulation ou une phase de rente, comme nous l'avons vu avec notre dernier exemple. Quand nous comparons les serviettes avec les serviettes en utilisant un même indice, mais simplement en opposant un ETF capitalisant et un ETF distribuant, nous voyons qu'il n'y a aucune raison rationnelle d'utiliser un ETF distribuant, mis à part si vous êtes patriote et que vous souhaitez partager un peu de vos investissements tous les ans avec l'État sous la forme de l'imposition. Surtout, et ça nous allons l'approfondir dans un prochain chapitre, l'ETF capitalisant ouvre des portes dans l'ingénierie patrimoniale. Purge de la plus-value avec la donation-transmission, crédit lombard, nous avons des options pour vraiment optimiser notre stratégie et notre fiscalité.
des options bien meilleures que de subir ce transfert obligatoire entre le compartiment titre et le compartiment espèce que l'on appelle dividende et qui est taxé à 30%. Mais maintenant que nous avons dit tout ça, vous vous demandez pourquoi alors ces ETF distribuants et les actions à dividendes en général ont la cote quand on regarde les encours sous gestion ou les créateurs de contenu qui les utilisent et en font la promotion. Et forcément, un comportement n'est jamais sans raison. Alors, je viens de vous montrer qu'il n'y a pas de raison rationnelle de les utiliser en CTO, mais il y a plein de raisons irrationnelles. Notamment pas mal de biais psychologiques, car oui, le cerveau humain adore les dividendes pour des raisons que quelques chercheurs ont analysées, et c'est le sujet du prochain chapitre. Les biais psychologiques, les dividendes protègent notre cerveau. Alors pourquoi aimons-nous tant les dividendes ? Pourquoi quand vous ouvrez les réseaux sociaux, quand vous regardez les chaînes YouTube les plus populaires, on vous parle dividendes, dividendes et dividendes? Pour commencer, c'est indéniable, il y a beaucoup de fausses idées qui circulent et plus généralement de l'incompétence sur le sujet. Et c'est exactement pour cela que nous avons pris le temps dans cette vidéo de revenir sur les bases des dividendes avec une définition simple et un rappel sur la fiscalité. Évidemment, dans cette vidéo, nous ne sommes pas là pour juger des comportements ou des styles d'investissement, mais pour vraiment comprendre objectivement le cœur du problème. Et pour commencer, sur les justifications, nous avons justement à notre disposition des travaux de chercheurs sur le sujet, certains papiers datant des années 1980. Les résultats des recherches vont nous aider à comprendre pourquoi les dividendes sont si attractifs pour beaucoup d'investisseurs, pour des raisons totalement irrationnelles, et surtout comprendre le risque de cette stratégie. Commençons avec quelques exemples concrets d'incompétence et de fausses croyances, avec un premier exemple trouvable sur le réseau X d'un créateur de contenu assez suivi, en témoigne la popularité du post. Le problème identifiable ici est un problème de sémantique. En utilisant le terme de paiement entrant d'un montant de 214 millions, le créateur de contenu nous laisse penser que Warren Buffett a littéralement gagné 214 millions de dollars en dormant, comme il dit, grâce aux dividendes. Car quand un employeur effectue un paiement de salaire, le salaire s'ajoute à notre patrimoine. Quand un locataire paye le loyer à un propriétaire, ce montant du loyer s'ajoute et n'est pas déduit de la somme du bien immobilier. Or, dans le cas du dividende, et plus spécifiquement de cet exemple, Warren Buffett n'a rien gagné cette nuit-là. Il a tout simplement eu un transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèce de son portefeuille de 214 millions de dollars. Si nous voulons être factuels et ne pas utiliser une sémantique dans le but de tromper une audience, on aurait dû reformuler un petit peu différemment. Lorsqu'il a ouvert son compte d'investissement ce matin, il a donc vu un transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèce d'un montant de 214 millions de dollars. 214 millions de dollars transférés en dormant. Et ça, c'est brut de fiscalité. Évidemment, quand on a une approche plus objective et pragmatique sur la réalité des dividendes, je ne pense pas que ce genre de tweet ferait autant le buzz et surtout permettrait de vendre autant de formations. Vous verrez à l'écran d'autres exemples pour vous montrer les erreurs assez communes des investisseurs avec un focus sur la collecte de dividendes. Le plus généralement, ils considèrent le dividende comme une paye. Et du coup, sur ce sujet par rapport à la psychologie, il y a des études comportementales sur les investisseurs qui ont un biais justement pour les dividendes. Par exemple, ce super papier académique Dividend Disconnect de 2018. Ce que les auteurs ont trouvé, c'est que les investisseurs créent une comptabilité distincte pour les dividendes. Sans même parler des implications fiscales, les investisseurs traitent 1 euro de dividende différemment que 1 euro de plus-value. Et tout cela amène à des comportements totalement contre-productifs. Dans l'étude, ils ont montré que les investisseurs particuliers ont moins de probabilité de vendre une action si elle verse un dividende. L'investisseur particulier a tendance à s'accrocher aux dividendes. Or, comme nous l'avons vu dans le papier de 1961, le dividende est sans importance et ne devrait pas influer ce type de décision. Voilà déjà une belle preuve de comportement irrationnel. Deuxième découverte intéressante, la popularité des dividendes n'est pas constante. Elle est plus importante dans plusieurs situations, notamment quand les performances boursières des indices est basse et également quand les taux d'intérêt des banques centrales sont faibles, comme c'était le cas depuis 10 ans. Cela démontre bien la séparation mentale de ces deux composantes de la performance boursière. Certaines conjonctures, les investisseurs vont rechercher une performance plutôt basée sur les dividendes. Certaines conjonctures, ils vont se concentrer sur une performance sur l'appréciation du capital.
Encore une fois, c'est un comportement irrationnel puisque ce qui compte à la fin de la journée, c'est bien la performance boursière totale, qu'importe qu'elle vienne du composant dividende ou du composant appréciation du capital. 1 euro, c'est 1 euro. Cet effet moutonnier sur les dividendes pendant des périodes de forte demande a pour conséquence de rendre ces entreprises versant des dividendes surévaluées et donc cela baisse l'espérance de gain pour les investisseurs quand justement ils se ruent sur ce type d'action. Les auteurs de l'étude estiment que le coût d'acheter des entreprises à dividendes quand la demande est forte peut baisser les rendements espérés de 2 à 4% annuels. C'est vraiment pas négligeable. Il suffit simplement de regarder les performances des indices globaux comme le SP500 ou le MSCI World et leur version dividende sur les 10 dernières années pour comprendre. C'est pas joli. Mais pour le moment, nous faisons que constater le problème. Oui, il y a des comportements irrationnels qui débouchent sur des comportements contre-productifs. Des études mettent tous ces comportements en avant. De toute façon, avec une simple observation empirique, c'est assez simple de voir tout ça. Mais maintenant, la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est pourquoi ces comportements? Pourquoi des investisseurs s'entêtent à vouloir absolument collecter des dividendes, collecter ces transferts obligatoires entre le compartiment titre et le compartiment espèces, alors que voilà, simplement l'argument de la friction fiscale devrait être suffisant pour les arrêter. Nous avons beaucoup de réponses dans le papier de 1984, Explaining Investor Preference for Cash Dividend, écrit par deux leaders de la finance comportementale. Deux grandes raisons de la préférence des dividendes. Premièrement, l'aversion à la perte et aussi le contrôle de la stratégie de désaccumulation. Vous allez le voir, ce sont des raisons comportementales assez faciles à comprendre qui permettent de protéger le cerveau des investisseurs. Alors, la première grande raison, c'est l'aversion à la perte. Une perte financière fait 2,5 fois plus mal qu'un gain financier. Tous les investisseurs vont naturellement essayer de limiter au maximum les pertes, même au détriment de gains, de potentiels gains plus importants, car la perte fait beaucoup plus mal à l'investisseur. Encore une fois, le plus simple pour comprendre, c'est un exemple et nous allons repartir avec nos ETF Monde qui valent chacun 100 euros. Option 1, ETF capitalisant et option 2, ETF distribuant. Mais cette fois-ci, au lieu de parler toujours d'exemples haussiers, on va prendre un exemple baissier. Donc la première année, ça vaut 100 euros. L'année suivante, la performance de l'indice est de moins 8%. Il faut savoir qu'il y a eu 2% de dividendes. Dans l'option 1, nous avons désormais un ETF capitalisant affichant 92 euros. En fait, il y a eu 10 euros de dépréciation de capital et 2 euros de dividendes réinvestis, donc au final 92 euros. Dans l'option 2, nous avons le compartiment titre avec 90 euros et dans le compartiment espèces, 2 euros à cause du transfert obligatoire, le dividende. Donc 92 euros au total également. On pourrait très bien, dans l'option 1, vendre ou transférer, c'est un vocabulaire différent mais c'est exactement la même chose, 2 euros du compartiment titre au compartiment espèces. Dans ce cas, à la fin, option 1 ou option 2, on se retrouverait exactement dans la même situation. Alors d'un point de vue rationnel et pragmatique, on pourrait se dire que c'est exactement la même chose. Et c'est là justement qu'interviennent nos biais psychologiques et notre aversion à la perte. Même si factuellement les deux situations sont parfaitement similaires à la fin, comme dans l'option 1 avec l'ETF capitalisant, nous avons été actifs, c'est-à-dire que nous avons initié le transfert, nous avons cliqué sur un bouton, alors cette situation est beaucoup plus coûteuse psychologiquement. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes réalisé une perte. Nous avons vendu une position avec une moins-value. Et pour rappel, en tant qu'humain, nous détestons le faire. Alors que dans la situation numéro 2, avec l'ETF distribuant, ce transfert est fait de manière obligatoire et automatique. Nous ne sommes pas intervenus dans le processus. Alors, ce transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèces est alors mieux vécu par l'investisseur. Même si, encore une fois, et je vais être très clair, la situation finale, avant de parler de fiscalité, est exactement la même. Maintenant, si nous regardons la situation finale post-friction fiscale, c'est assez catastrophique car dans l'option 1, nous avons la possibilité de reporter la moins-value sur 10 ans. Donc, grosso modo, on paiera moins d'impôts sur la prochaine vente en plus-value. Donc, si nous devons retirer 2 euros pour nos dépenses, on ne paiera aucun impôt, voire le contraire. Alors que dans l'option 2, malgré notre position en moins-value,
nous devons quand même payer les 30% sur les 2 euros qui ont été transférés en espèces, car c'est la loi, c'est la fiscalité des dividendes. Donc au final, on se retrouve avec seulement 1,4 euros. Du coup, même si l'option 2 protège le mental de l'investisseur, à cause de la friction fiscale, c'est vraiment une hérésie d'utiliser un ETF distribuant sur un CTO, surtout dans une situation de moins-value. Pour continuer sur l'explication comportementale, les auteurs de l'étude parlent notamment d'une tentative d'éviter les regrets avec un exemple très parlant. Ils comparent les deux cas suivants. On utilise 600 euros de dividendes pour acheter une télé ou on vend 600 euros d'actions. Si on prend une approche très pragmatique, c'est choisir entre utiliser 600 euros qui ont été automatiquement transférés sur le compartiment espèces ou alors 600 euros que nous avons manuellement transférés. En fait, c'est exactement la même chose. Mais imaginons qu'après cet achat, le prix de l'action monte de manière conséquente. Normalement, 1 euro de plus-value égale 1 euro de dividende si on ignore la friction fiscale. Donc théoriquement, ça devrait revenir au même. Sauf qu'au final, et c'est ce que l'étude a montré, la plupart des gens qui ont vendu les actions ont exprimé plus de regrets par rapport aux personnes qui ont utilisé un dividende. Même si encore une fois, factuellement, c'est exactement la même chose. Donc en plus de l'aversion à la perte, nous avons un deuxième biais à dépasser qui est l'aversion au regret qui peut nous pousser à faire des choix contre-productifs. Je cite l'auteur de l'étude, en achetant des parts qui payent des bons dividendes, la plupart des investisseurs se persuadent de leur prudence basée sur les futurs revenus. Si la valeur de l'action chute par rapport à leur prix d'achat, ils se consolent que le dividende apporte un retour. C'est exactement ce que nous avons vu avec le papier Dividend Disconnect précédemment. Les investisseurs dividendes séparent l'appréciation du capital d'un côté et le dividende de l'autre. Comme ça, quand ça se passe mal, ils ignorent totalement le compartiment titre et se concentrent uniquement sur les transferts vers le compartiment espèces, même si, et nous l'avons encore vu avec un exemple chiffré dans ce chapitre, ces comportements sont contre-productifs et vont coûter très cher à l'investisseur. Alors, c'est certain que tous ces biais psychologiques ont un rôle énorme sur le fait que les investisseurs particuliers sont amoureux des dividendes. Je pense qu'il n'y a aucun doute, nous l'avons vu avec ces deux recherches académiques, c'est sourcé et c'est chiffré. Mais je pense qu'il y a une raison supplémentaire que les dividendes sont si aimés par les particuliers, c'est que tout simplement les dividendes sont une stratégie de sortie. Un dividende, c'est un transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèces, obligatoire et automatique. Une vente, c'est un transfert entre le compartiment titre et espèces, optionnel et surtout manuel. Donc on peut dire qu'une vente, c'est un dividende fait de manière manuelle et optionnelle, et un dividende, c'est une vente faite de manière automatique et obligatoire. Et je vous raconte ça car il n'y a pas longtemps, j'ai eu un échange intéressant avec un investisseur qui m'a dit « Oui, mais si on ne touche pas de dividende, alors à quoi ça sert d'investir? Comment on va profiter de nos investissements dans le futur ?» Maintenant que l'on vient de voir qu'un dividende, c'est la même chose qu'une vente, et qu'une vente, c'est comme un dividende fait à la main, fait maison, au final, on n'a pas besoin d'attendre la décision des conseils d'administration des entreprises pour connaître la quantité de transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèce de notre compte titre. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse ici, car souvent les mordus du dividende utilisent Warren Buffett comme exemple. Or, Warren Buffett, notamment dans sa lettre annuelle de 2012, soutient le fait que faire son dividende maison est efficace. C'est d'ailleurs pour cela que sa compagnie, Berkshire Hathaway, ne verse pas de dividendes. Comme ça, libre à chaque investisseur de Berkshire Hathaway de se verser un dividende maison ou non au choix de l'investisseur, parenthèse fermée. Donc en évitant les dividendes, nous allons pouvoir concevoir et affûter une stratégie de dividende maison vraiment conçue pour notre situation avec nos besoins, nos objectifs et potentiellement des changements au fil du temps. Comme nous l'avons vu avec de nombreux exemples dans cette vidéo, une stratégie dividende maison va être 1000 fois plus optimisée, notamment fiscalement. Et tout ce que vous ne payez pas en impôts, ça sera un patrimoine financier, ça sera des intérêts composés supplémentaires et du capital en plus que vous allez pouvoir utiliser dans votre phase de rente, que j'appelle aussi phase de désaccumulation. Donc voilà, je pense que l'attractivité de la collecte de dividendes est en partie due au manque de connaissances des investisseurs sur des alternatives pour jouir de leur portefeuille boursier.
Et c'est pour ça que même si nous sommes sur une vidéo dont le sujet est les dividendes, nous allons rentrer dans un chapitre sur les stratégies de retrait que nous pouvons également appeler stratégie de rente ou stratégie de désaccumulation. Tout ça pour donner des alternatives aux dividendes et pour comprendre qu'ils ne sont pas obligatoires pour profiter de son portefeuille boursier. Les stratégies de retrait. Alors le but de ce chapitre, ça ne va pas être de détailler les nombreuses stratégies de désaccumulation, mais plutôt d'effleurer les quelques stratégies les plus populaires et les plus communes pour simplement vous montrer que des alternatives aux dividendes existent et surtout que ces alternatives vont être à la fois largement meilleures, notamment pour des raisons d'optimisation de la fiscalité, et surtout vont coller beaucoup plus à votre situation et vos objectifs qui, encore une fois, peuvent changer au cours du temps. Évidemment, ce sont des sujets que je vais traiter en profondeur dans des prochaines vidéos, donc si vous êtes intéressé, c'est le moment parfait pour s'abonner. Alors une première stratégie, c'est pas forcément une stratégie recommandable, mais elle colle parfaitement avec le sujet de la vidéo, c'est tout simplement reproduire un ETF distribuant avec un ETF capitalisant. En fait, c'est assez simple. Vous possédez un ETF capitalisant, mais vous reproduisez les dividendes, souvent trimestriels, d'un ETF distribuant. Si le rendement du dividende de l'ETF distribuant est de 0,5% par trimestre, alors vous vendez 0,5% de votre ETF capitalisant le jour du détachement du dividende. Le résultat, c'est que vous avez les caractéristiques d'un ETF distribuant avec l'optimisation fiscale d'un ETF capitalisant. Le meilleur des deux mondes, non? Pourquoi je vous dis que ce n'est pas forcément une stratégie recommandable? Tout simplement parce que le montant du transfert entre le compartiment titres et espèces est décidé par des conseils d'administration d'entreprise. Donc actuellement, pour un indice comme le MSCI World, c'est autour de 2%. Dans le futur, ça pourrait être 4% ou peut-être que ça sera 0% si toutes les entreprises décident de reverser leurs bénéfices autrement. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance et c'est dommage de donner cette décision du montant du transfert à des personnes extérieures plutôt que vous-même, car je pense que vous êtes le mieux placé pour connaître votre situation et vos objectifs. Et pour finir, le dernier inconvénient d'utiliser les dividendes, c'est qu'il y a de fortes probabilités que vous finissiez votre phase de rente avec plusieurs fois la quantité de capitaux du départ. En gros, en fait, vous allez sous-consommer. Vous n'allez pas utiliser suffisamment de votre patrimoine. Alors instinctivement, on va se dire que c'est jamais trop grave d'avoir trop d'argent et d'être trop safe sur sa stratégie de retrait. Mais si vous finissez avec 3 ou 5 fois votre capital de départ, ça veut dire que vous auriez pu largement commencer votre phase de rente plus tôt, soit plus consommer pendant votre retraite. Cette histoire d'ETF capitalisant distribuant, c'était la petite blague pour vous montrer encore une fois que qu'importe si vous êtes en phase d'accumulation ou de rente, il faut bannir les ETF distribuants sur CTO. Mais si désormais on veut parler un peu plus sérieusement des différentes stratégies de retrait, en fait, nous allons pouvoir les classer dans 3 familles. Évidemment, nous pouvons faire des mélanges de plusieurs stratégies ou rajouter quelques autres choses. C'est en fait une cuisine à faire suivant votre situation et vos objectifs. Chacun doit réfléchir et travailler sur sa méthode. C'est sûr que ce n'est pas aussi simple que de déléguer ce choix à des conseils d'administration d'entreprise qui vont décider du montant des dividendes. Mais à la fin de la journée, c'est votre portefeuille financier et c'est la qualité de votre vie et de votre retraite qui dépend de cette optimisation de la stratégie de désaccumulation. Du coup, maintenant qu'on a dit ça, voici les 3 grandes familles de stratégies de retrait. On ne va pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais chacune des stratégies aura sa vidéo dédiée de 20 à 30 minutes avec des exemples. Stratégie numéro 1, le retrait indexé à l'inflation. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de la règle des 4%. Au début de la phase de désaccumulation, la phase de rente, on prend X% du capital, c'est pas forcément 4%, et on indexe ce retrait sur l'inflation pour les années suivantes. Comme chacune des stratégies, elle a des plus et elle a des moins, et surtout elle peut être combinée avec d'autres stratégies. Les plus, c'est une stratégie très simple à comprendre et à mettre en place. Les moins, dans les cas extrêmes où l'on commence la phase de rente avant un krach boursier type bulle Internet de 2000, il y a des risques de ruine sur le long terme, alors que dans la majorité des cas, souvent nous n'allons pas retirer suffisamment de capitaux et nous aurons à la fin en moyenne plusieurs fois notre capital de départ. La stratégie numéro 2, ça va être les stratégies de retrait flexibles avec plusieurs variantes. C'est une stratégie un peu petite sœur de la première stratégie. En fait, suivant la performance du marché, nous allons établir un plafond et un plancher
de retrait, donc donner de l'élasticité au retrait possible, c'est-à-dire que quand le marché performe bien, se permettre de retirer plus, et quand le marché performe moins bien, consommer un petit peu moins de son portefeuille. Alors c'est forcément plus optimisé que simplement un retrait indexé sur l'inflation, mais un peu plus complexe à mettre en place car ça va demander un beau petit tableau Excel de suivi et des règles préétablies. Les avantages forcément de ce type de stratégie, c'est que vous réduisez les risques de banqueroute et surtout vous ne sous-consommez pas votre portefeuille. C'est-à-dire que si la performance boursière est très bonne, vous allez de plus en plus consommer de votre portefeuille. La stratégie numéro 3, ça va être tout simplement de vendre un certain pourcentage de votre portefeuille, tout simplement en suivant un tableau créé par la communauté BogleZ. En retirant un pourcentage du portefeuille, mécaniquement, nous allons retirer plus pendant les années où le marché est haut et inversement. C'est une stratégie très simple à mettre en place, stratégie où nous ne pouvons pas être à court de munitions car le portefeuille ne peut techniquement jamais être vidé. Par contre, forcément, ça va créer d'énormes écarts entre les retraits d'une année à une autre. Alors évidemment, il y a un milliard d'autres facteurs à prendre en compte. Par exemple, quelle sera la taille de votre matelas de sécurité. Car voilà, juste ce facteur-là, c'est un énorme paramètre avec un gros impact. Du coup, la stratégie adoptée va beaucoup dépendre de vos objectifs, en plus de vos besoins. Est-ce que vous voulez tirer régulièrement sur votre portefeuille les mêmes montants tous les ans? Ou alors êtes-vous prêt à ne pas toucher au portefeuille pendant quelques années difficiles pour potentiellement profiter d'un rebond boursier? Vous êtes le seul derrière votre écran à savoir. Ce n'est pas les conseils d'administration d'entreprise. Donc je pense qu'on a fait le tour des stratégies de retrait. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais simplement faire une petite introduction pour vous montrer que vivre des dividendes, c'est à la fois sous-optimisé fiscalement et surtout stupide car vous déléguez à autrui ce choix du montant de transfert entre le compartiment titre et espèces. Et pour clôturer ce chapitre, on va détruire un petit mythe très utilisé par beaucoup de vendeurs d'actions à dividendes. Ce qui est dit sur Internet, c'est que si l'on vend des actifs, que ce soit un ETF capitalisant ou des actions, forcément au bout d'un moment, il n'en restera plus. Alors qu'adopter une stratégie dividende permet un flux continu de revenus quasiment garanti à vie. Alors déjà sur la deuxième partie de la phrase, les dividendes ne sont pas du tout garantis. On a vu historiquement des baisses massives de dividendes, que ce soit au niveau d'une entreprise, mais même au niveau du marché mondial dans son ensemble. Si vous êtes un stock picker sur quelques entreprises, il suffit que malheureusement ces quelques entreprises fassent toute faillite et votre flux de dividendes à vie s'arrête du jour au lendemain. Forcément, c'est peu probable, mais c'est possible. Mais la première partie de la phrase est tout aussi fausse. Si l'on remonte à notre exemple de transformer un ETF capitalisant en distribuant, en faisant nous-mêmes les retraits au même moment que l'ETF distribuant verse les dividendes, forcément, vous ne pouvez pas être à court de l'ETF capitalisant puisque vous vendez uniquement le montant des dividendes. En fait, si nous imaginons deux paniers contenant des actions, et c'est ce que sont au final les dividendes, un panier capitalisant et un panier distribuant. Certes, avec le panier distribuant, nous le gardons tout le temps en entier et nous recevons les dividendes sur le côté. Mais comme avec le panier capitalisant, les dividendes sont réinvestis à l'intérieur du panier, nous pouvons vendre juste l'équivalent des dividendes. Forcément, nous n'avons plus un panier en entier, mais ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas le contenant. Si nous ne nous concentrons pas sur les paniers, mais sur ce qu'il y a à l'intérieur des paniers, nous avons exactement la même chose. En fait, si on reste sur l'exemple des paniers, simplement dans le panier capitalisant, les actions sont plus compressées. En fait, la densité à l'intérieur du panier a augmenté parce que les dividendes sont réinvestis. Mais si on vide le panier capitalisant et le panier distribuant, même si on a vendu un peu du panier capitalisant, à la fin, nous avons à l'intérieur exactement le même contenu si on a vendu l'équivalent des dividendes. Donc la conclusion de tout ça, c'est que même si on vend une partie de nos ETF capitalisants et plus généralement une partie de nos actifs financiers, ça ne va pas plus ou moins augmenter nos chances de banqueroute. Tout dépendra du montant que vous allez retirer et forcément de la performance du marché. Rappelez-vous de ce que nous avons vu au préalable. De toute façon, un dividende est une vente forcée et une vente, c'est un dividende maison.
Alors forcément, si nous abusons et que nous nous servons un dividende maison de 15% par an, alors oui, on a de grandes chances d'être à court de munitions. Mais si nous avons une stratégie de désaccumulation réfléchie, qui matche avec notre situation et nos objectifs, et qui est raisonnable, il n'y a pas de raison de penser que nous allons être à court d'actifs à vendre dans le futur. Je pense que nous arrivons au moment de la vidéo où nous avons bien redéfini qu'est-ce qu'un dividende. Nous avons vu à quel point c'était une catastrophe fiscale de les collecter, surtout lorsque nous ne sommes pas dans une enveloppe capitalisante. Et nous venons de comprendre pourquoi ils sont si populaires parmi les investisseurs particuliers, malgré tous les points négatifs que nous avons listés. Et forcément, qui dit dividende va dire, le plus généralement, stock picking d'actions à dividende. Mais maintenant que nous avons débroussaillé tous les autres sujets, celui-ci va être beaucoup plus simple à traiter. Jusqu'à maintenant, nous avons fait une comparaison entre ETF capitalisant et ETF distribuant suivant le même indice, car ça nous a permis de vraiment isoler uniquement le facteur distribution de dividendes. Comme ça, les conclusions que nous avons faites sont non biaisées par d'autres facteurs et surtout irréfutables. Mais c'est sûr que lorsque nous parlons d'actions à dividendes, il y a le mot action, pas ETF global. Jusqu'à ce moment de la vidéo, je vous parle de recherche scientifique comportementale, je vous parle de l'imposition française. Donc ça serait compliqué d'être en désaccord avec des choses très factuelles et objectives. Mais j'entends déjà la petite voix classique de l'investisseur dividende qui me dit « Oui, mais si tu choisis bien les actions à dividendes, alors tu peux toucher les dividendes et profiter de l'appréciation du capital, les deux en même temps. » Alors forcément, ce mythe que monsieur le boursicoteur du dimanche surperforme le marché, c'est comme son nom l'indique, un mythe. C'est vraiment un sujet qui mérite sa propre vidéo, donc je vais essayer d'être assez bref. Statistiquement, la performance moyenne d'un investisseur particulier est très loin de la performance du marché. On a les datas de JP Morgan, et puis même les investisseurs professionnels se font rincer. On a vu ça avec l'étude Spiva. Et une étude est sortie récemment sur les influenceurs finance. Pareil, la majorité d'entre eux se font rincer par le marché. Si on regarde plus spécifiquement en France avec notre influenceur préféré Sébastien Coubard qui adore les dividendes, il est, comme on pourrait le prédire, une longueur derrière la performance du marché. Nous avons vu ça en détail dans cette vidéo sur les bonnes méthodes pour mesurer sa performance. Particulier, gérant actif, influenceur, dès qu'on a accès à des bases de données de brokers ou que des influenceurs sont suffisamment transparents pour partager leur performance, c'est la sous-performance. Alors forcément, sur Internet, vous trouverez des beaux screenshots potentiellement photoshopés sur des pages de vente de formation montrant une performance incroyable. Mais bon, n'oubliez pas que Madoff, aussi en partageant des rapports de transactions avec une semaine de délai, était capable de surperformer le marché. Donc jusqu'à preuve du contraire, les boursicoteurs du dimanche, les stock pickers particuliers, se font rincer par le marché et tout particulièrement les stock pickers dividendes, car ils traînent avec eux un boulet énorme. Car sauf si vous investissez que sur le petit marché français qui représente 3% de la capitalisation boursière mondiale en PEA, vous allez devoir investir via un CTO. Et si vous voulez une diversification mondiale sur le marché américain, canadien ou japonais, il faut passer par le CTO. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans le deuxième chapitre? Sur CTO, 1% de dividendes reçus, c'est 0,3% de performance qui va directement aux impôts via la flat tax. Donc si vous avez un billet de dividende et que votre portefeuille verse par exemple 4% de dividendes, je pense que ce n'est pas un exemple choquant, tous les ans, 1,2% de votre performance va directement aux impôts, même si le marché est baissier et qu'au final votre portefeuille a perdu en valeur. Alors déjà, je suis très sceptique qu'un stock picker particulier puisse atteindre la performance du marché, mais avec ce boulet qui est l'imposition annuelle sur les dividendes, c'est strictement impossible de le faire sur le long terme. En fait, un stock picker dividende doit surperformer le marché de 1,2% pour simplement répliquer la performance du marché, car il doit compenser la fuite de performance qui va aux impôts tous les ans. Sur le long terme, sur une carrière entière d'investisseurs qui peut être de 20, 30 ans ou plus, ce sont vraiment les meilleurs investisseurs du monde qui ont généré 1,2% d'alpha de surperformance du marché. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas un particulier chez lui avec son abonnement Zone Bourse en promo à moins 40% qui va le faire. Désolé de briser des rêves. Et même si nous partons du postulat qu'un investisseur particulier a la capacité de répliquer la performance du marché brut, déjà ça j'en doute,
la performance nette sera forcément un niveau en dessous à cause de l'imposition. Et sur le long terme, ça va détruire les intérêts composés. Et je tiens à préciser que là, je me concentre uniquement sur la fiscalité des dividendes. Mais le boursicoteur du dimanche va avoir aussi d'autres boulets à traîner. Les frais et une fiscalité lorsqu'il y aura un turnover sur son portefeuille. Des frais récurrents de logiciels, screeners et d'abonnements à des sites. Et surtout une consommation de temps qui forcément représente un coût d'opportunité potentiellement énorme si, par exemple, vous êtes entrepreneur et que vous savez monétiser votre temps correctement. Donc même si c'est sexy de devenir un expert, de devenir le Warren Buffett en utilisant des sites pour trouver des entreprises avec tel ou tel critère, vous savez que les datas sont là. Et surtout avec un biais dividende, c'est encore pire, vous allez comme tout le monde sur le long terme vous faire manger par les marchés. Dès que vous sortez de la réplication du marché pour choisir individuellement une entreprise, dites-vous que de l'autre côté du trade, il y a un investisseur, souvent institutionnel, qui le plus souvent sera plus éclairé que vous sur le sujet, car au lieu d'être tout seul derrière son ordi avec un petit site et un petit forum, il a quant à lui probablement une équipe de 10, 15 ou 20 analystes professionnels derrière lui, derrière ses choix d'investissement. Donc la question que tout le monde se pose, pourquoi tout le monde parle de dividendes? Nous nous rapprochons de la fin par rapport à ce gros sujet qui est la stratégie dividende, mais il faut encore répondre à cette question. Pourquoi tout le monde parle de dividendes? Sur X, sur Twitter, sur les autres réseaux, tous les créateurs de contenu parlent des dividendes, alors que pourtant, on l'a vu dans cette vidéo jusqu'à présent, on a une multitude d'arguments contre cette collecte de dividendes. Alors comment expliquer cette anomalie? Première raison, c'est évidemment les biais psychologiques que nous avons vus précédemment. Que ce soit les investisseurs ou même les créateurs de contenu, un créateur de contenu, c'est simplement un investisseur particulier qui fait des vidéos. Donc il va subir les mêmes tendances, il va subir les mêmes biais psychologiques que monsieur tout le monde. Aversion au risque, aversion au regret et effet moutonnage. Comme tout le monde parle de dividendes, on parle de dividendes. Deuxième raison, comme pour les particuliers, ça va être le manque de connaissances et potentiellement de l'incompétence. Avoir une chaîne YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés n'est pas une garantie d'avoir les connaissances fiscales françaises sur les dividendes sur un CTO. Il y a des incompétents partout. Et surtout, situation un peu drôle, beaucoup des créateurs de contenu français ne sont pas résidents fiscaux français de toute manière. Et surtout, il y a une troisième raison, beaucoup plus perverse. Alors, je ne sais pas si c'est une raison utilisée de manière consciente ou inconsciente. Comme les débutants, et par débutants, j'entends les nouveaux investisseurs, les néophytes, comme ces nouveaux investisseurs vont être aimantés par les dividendes à cause des biais psychologiques et de la méconnaissance des marchés financiers, on n'y peut rien, on a tous été débutants un jour, être créateur de contenu et créer du contenu sur les dividendes va naturellement du coup avoir une grosse audience parce que vous allez attirer ces débutants, ces nouveaux investisseurs. Et pourquoi en tant que créateur de contenu c'est important d'attirer un public débutant? Car le public débutant, c'est le public qui rapporte le plus d'argent. Un débutant n'a pas forcément de compte d'investissement. Donc, il va générer beaucoup d'affiliations. Un débutant est par définition un débutant, donc il est plus enclin à payer une formation. Un débutant est souvent incompétent, donc il est plus enclin à, par exemple, payer pour être sur un Telegram, un Patreon, ou payer pour reproduire un portefeuille à dividendes, par exemple. Donc en fait, le débutant est une mine d'or pour les créateurs de contenu. Donc si l'objectif du créateur de contenu est de maximiser ses profits, alors il a vraiment tout intérêt à être pro-dividende pour séduire l'investisseur débutant. Et ce, malgré la contre-productivité prouvée mathématiquement et scientifiquement d'une stratégie axée sur la collecte de dividendes. Surtout qu'après, il va y avoir un cercle vicieux très dangereux pour le débutant, pour l'investisseur, qui est tout simplement la bulle algorithmique des réseaux sociaux. Vous êtes un débutant, donc vous consommez du contenu mettant en avant l'éloge des dividendes, car instinctivement, ça vous paraît être du bon contenu. De facto, YouTube ou les autres réseaux vont vous pousser du contenu pro-dividende. C'est simplement le fonctionnement des algorithmes. Et comme ça, par magie, en quelques jours, vous êtes dans une bulle algorithmique, c'est-à-dire que vous écoutez et on vous pousse à regarder uniquement du contenu qui va dans le même sens, pro-dividende. Au bout d'un moment, vous êtes persuadé que c'est la meilleure façon d'investir. Et ensuite, il va y avoir un deuxième biais qui va prendre le dessus, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que même si l'on vous propose un avis contrariant, votre cerveau va toujours chercher des informations qui vont confirmer vos croyances. C'est malheureusement pour ça que je ne pense pas que cette vidéo, celle que je suis en train de faire, va avoir un très gros impact. Puisque si vous êtes en train de la regarder, probablement vous connaissiez déjà au moins la majorité de ce que j'ai dit, ou en tout cas vos connaissances et vos croyances
sont en phase avec le contenu que je crée. Donc si vous voulez que cette vidéo soit vue par les personnes qui en ont finalement le plus besoin, n'hésitez vraiment pas à la partager sur les réseaux, que ce soit à vos amis investisseurs ou très gentiment en commentaire de vidéos qui peuvent être dangereux pour les investisseurs débutants, n'hésitez vraiment pas à la partager. Et dans ce dernier chapitre, avant de conclure et pour faire la vidéo la plus complète possible sur le sujet, je vous propose de débunker quelques mythes supplémentaires. Ce sont en général les arguments les plus vus sur Internet et aussi les arguments qui peuvent paraître très convaincants pour un débutant qui arrive dans le monde de l'investissement. Évidemment, nous pouvons déconstruire chaque argument un par un. Le premier mythe, c'est que les actions à dividendes surperforment. Pour justifier ce mythe, voici quelques graphiques souvent utilisés. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait la différenciation entre les actions et les actions avec dividendes, car encore une fois, je vous le rappelle, en investissant sur un panier d'actions globales ou même une action individuelle, vous allez recevoir les dividendes dans tous les cas. C'est comme l'exemple de tout à l'heure, comparer la rentabilité de deux appartes, un appart avec un locataire et l'autre avec un squatter, ça n'a strictement aucun sens. Le problème de ce graphique, c'est que les débutants peuvent faire assez vite l'amalgame entre actions avec dividendes et actions à dividendes. Ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que les actions sont un très bon moyen d'enrichissement sur le long terme, mais en aucun cas que les actions à dividendes sont une source de surperformance. Celui-ci, il est dans toutes les pages de vente de formation dividendes, la fameuse étude qui montre que les entreprises qui versent un dividende croissant surperforment les autres. Il faut bien comprendre que ces datas sont exactes, mais elles sont souvent très mal interprétées. Tout simplement parce que c'est une étude rétrospective. Oui, investir il y a 50 ans sur les entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant les 50 années suivantes ou qui ont commencé à en verser un était efficace. Mais si on remplace dividende par bénéfice, je suis sûr que l'écart serait encore plus grand. Mais là où cette étude peut être trompeuse, c'est que quand vous investissez aujourd'hui, vous ne connaissez pas les entreprises qui vont avoir des difficultés financières ou à l'inverse, celles qui vont très bien se porter et commencer à verser un dividende. Du coup, cette étude crée une énorme confusion chez les investisseurs car ils extrapolent la croissance des dividendes passés dans le futur. Or, ce n'est pas parce qu'une entreprise a bien fonctionné pendant 50 ans qu'elle sera toujours là dans les 50 prochaines années. Nous avons pléthore d'exemples, et je peux vous en donner quelques-uns, d'entreprises très populaires dans la sphère dividende, dont le dividende a eu quelques soucis. Ça pourrait être Disney, ça pourrait être Nexity, General Electric, Walgreens, etc., etc. Le deuxième mythe, une stratégie à dividende permet un revenu régulier et sûr. Celui-ci, nous avons déjà donné la réponse dans la vidéo. Le fameux revenu régulier des investisseurs dividendes vient de la dissociation mentale des revenus provenant de l'appréciation du capital et du dividende. Une fois que nous avons compris qu'un dividende est une vente forcée et une vente c'est un dividende maison, alors nous pouvons, avec différentes stratégies de désaccumulation, comme on a pu le voir, avoir un revenu régulier sans le versement, sans toucher directement le versement de dividende d'une entreprise. Parce que si les entreprises versent un dividende, il sera réinvesti à l'intérieur d'un ETF capitalisant. Et choisir soi-même les montants et le moment de ce transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèce permet à la fois un plan sur mesure par rapport à votre situation et surtout une efficience fiscale permettant tout simplement d'éviter les gaspillages. Alors, faisons la conclusion. Le dividende est un transfert de valeur entre le compartiment titre et votre compartiment espèce de votre compte d'investissement choisi par une équipe dirigeante d'une entreprise. Dans le cas d'un ETF distribuant, c'est plusieurs équipes. Si on ignore la fiscalité ou alors dans une enveloppe capitalisante, ce transfert est sans impact. Les dividendes sont ni intéressants ni désintéressants. Il faudrait simplement faire comme s'ils n'existaient pas. Sur CTO, néanmoins, ce transfert ouvre une brèche dans les intérêts composés à cause de l'imposition annuelle. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, cette imposition va avoir un impact modéré sur le court terme, mais sur une vie d'investisseur, les conséquences vont être désastreuses car les intérêts composés vont être réduits fortement. Une fois que nous avons compris l'impact catastrophique de la fiscalité et que nous avons arrivé à outrepasser nos biais psychologiques, la conclusion est sans appel. Il n'y a strictement aucune raison rationnelle de vouloir collecter des dividendes, surtout en CTO. Encore plus de volontairement avoir un portefeuille avec un biais dividende, avoir un gros dividende plus élevé que la moyenne.
un investisseur ou un créateur de contenu vous disant le contraire en France est soit un investisseur incompétent, soit un créateur de contenu malhonnête. Une approche avisée serait plutôt de reproduire un indice de référence avec des ETF capitalisant à bas coût. Ensuite, lors de la phase de désaccumulation, créer soi-même son propre dividende en utilisant sa propre stratégie de retrait suivant son profil. Les vidéos sur le sujet des stratégies de retrait vont arriver très bientôt sur ma chaîne YouTube. Alors je sais que la vidéo va peut-être faire parler, probablement être commentée, peut-être être contredite. Je vous invite vraiment à le faire en commentaire d'ailleurs si vous avez encore des zones d'ombre dans votre raisonnement sur le sujet. Je pense que dans cette vidéo, j'ai balayé beaucoup de mythes, mais je suis persuadé qu'il en reste encore plus. Et c'est avec un grand plaisir que je peux approfondir le sujet dans une deuxième vidéo, soit avec le même format, soit avec un format beaucoup plus court, beaucoup plus condensé. Le but ultime étant qu'à la fin, vous ayez toutes les cartes nécessaires pour prendre une décision avisée par rapport à votre manière d'investir, une décision suivant les mathématiques, les statistiques et la science de l'investissement, et pas une décision suivant vos biais psychologiques. Et j'en profite, si vous souhaitez investir de manière avisée en payant le moins possible de frais avec un compte titre français, vous pouvez utiliser Shares, vous trouverez un lien cliquable en description. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'ai hâte de lire tous vos commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Investisseur Avisé.